Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Frédéric de Gombert, je suis un des cofondateurs d'Akeneo, qui est une société nantaise qui édite un logiciel de PIM. Alors évidemment, le PIM, ça ne doit pas vous parler beaucoup, et justement, l'objet de cette petite présentation, c'est de vous amener à comprendre un petit peu exactement ce que c'est qu'un PIM. On ne va pas du tout parler de technique, ça va être un peu le grand écart par rapport aux présentations précédentes. On va vraiment parler de considérations très matérielles, très bassement pratiques, en racontant une petite histoire presque vraie, qui nous a donné finalement l'idée de créer Akeneo. Cette histoire, c'est l'histoire de Julia. Julia, c'est une marketeuse, comme il en existe beaucoup. Elle bosse dans une boîte qui s'appelle Zaro. Zaro, c'est une boîte fictive dont vous n'aurez pas de mal à retrouver l'origine. Donc, Zaro, c'est une belle boîte. Les affaires marchent plutôt bien pour eux. Ils vendent beaucoup de produits. Ils ont tout un tas de collections différentes. Ils vendent des chaussures, des habits, des écharpes, du parfum. Ils vendent vraiment beaucoup de choses. Les affaires marchent bien. Ils vendent dans plein de pays dans le monde. Leurs clients sont contents. Ils ont une base de clients fidèles. Mais, alors en fait, ça n'affiche pas du tout. Super, merci. Donc, je représente, voilà, ça c'est Julia. Voilà. Donc, Julia, elle travaille chez Zaro, elle est très contente de son boulot. Mais le problème de Zaro, c'est qu'un jour, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de site e-commerce et que, comme beaucoup de monde dans le monde de la mode, il y a le directeur général qui un jour se réveille et qui dit « c'est pas normal qu'on n'ait pas de site e-commerce, il nous faut un site e-commerce, il faut qu'on devienne le nouvel Amazon du… » Et là, vous remplacez derrière vêtements, chaussures, foulards, mode, tout ce que vous voulez. Donc, le patron de Julia vient la voir et lui dit « ma petite Julia, j'aime beaucoup ton travail. J'aime beaucoup ce que tu fais et j'aimerais vraiment que tu prennes en charge la création de notre site e-commerce. Je compte sur toi, Julia. Zaro doit devenir le numéro 1 du e-commerce dans le monde dans 6 mois. Le temps de former un développeur chez Simplon. » Pas de souci. Julia, elle est super motivée par le projet. Elle se met en route et elle se dit, de toute façon, on n'a pas les compétences en interne, on va aller chercher un prestataire pour le faire. Donc, elle rédige un petit appel d'offres. Elle envoie ça à des prestataires qui sont reconnus sur la place du e-commerce et qui ont les bonnes compétences et les bons outils. Je ne vais pas vous faire toute la liste des bonnes compétences nécessaires pour créer un site e-commerce. On a besoin d'un bon outil, de compétences pour faire du bon référencement naturel, du bon merchandising, etc. etc. Je ne vais pas tous les détailler. Donc super, Julia fait son appel d'offres, elle retient un partenaire qui lui plaît bien et tout se passe à bien. À un moment quand même, il y a le partenaire qui se réveille et qui dit « Au fait, Julia, les informations produits sur le site, qu'on va devoir mettre dans les fiches produits qui vont apparaître sur le site, elles viennent d'où à un moment? Comment vous allez nous les donner ?» Et puis Julia se retourne vers son DSI et le DSI dit bah, « Pas de problème, on a tout ce qu'il faut dans notre ERP. » Pas de souci, on a tout ce qu'il faut dans notre ERP. Si vous avez déjà été amené à travailler sur un site e-commerce ou sur n'importe quoi d'autre, c'est la réponse magique du DSI. On l'a tous entendu une fois, tous les prestataires au monde ont entendu cette histoire. Tout ce qu'il faut dans le DSI. Donc le partenaire, il ne se pose pas de questions, il dit super, on a tout ce qu'il faut dans le ERP. Donc, on va développer simplement un petit connecteur, un petit truc qui va aller récupérer les informations qui existent dans le ERP, donc dans le système de gestion de Zaro, et puis on va le remonter vers notre site e-commerce. Ici, on a mis un logo Magento, mais ça peut être un PrestaShop, ça peut être un Ibris, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça marche avec tout. Donc, le partenaire développe ce connecteur, remonte les informations qui existent dans le ERP, et tout se passe à bien. Enfin, presque bien. Quand on regarde le résultat concret de cette magnifique extraction par notre connecteur, on se rend compte qu'on a des fiches produits qui sont un petit peu légères. Pas de photos déjà, un nom produit qui est complètement incompréhensible. Effectivement, le RP, lui, tout ce qu'il a, c'est une référence interne qui n'est pas du tout un libellé fait pour être exploité par un site e-commerce. Une description également très légère, 100% soi, super, on est vachement aidé avec ça. Donc là, Julia, elle commence à flipper un peu. On est à 1 mois de la mise en production et il n'y a absolument rien d'exploitable. Pourquoi elle flippe, Julia? Parce qu'elle s'est un petit peu renseignée et qu'elle sait ce qui se passe quand on a des fiches produits qui sont aussi pauvres sur un site e-commerce. Ça a plein d'impacts. Certains qu'on imagine très bien, la détérioration de l'image de marque. C'est sûr que si je vais sur le site de Zaro et que je ne suis pas capable de voir à quoi ressemble le produit que je vais acheter ou que je ne suis pas capable de comprendre exactement de quoi il est constitué, ça la fout un peu mal pour Zaro.
Mais ça a aussi un impact sur le référencement naturel. On sait que plus les fiches produits elles vont être riches en informations, en contenu, plus on a de chances que les internautes arrivent sur ces pages par des moteurs de recherche comme Google. Ça va avoir une conséquence directe sur le taux de conversion. Ça ne donne pas très envie d'ajouter un produit au panier, quand même, l'écran qu'on a vu avant. Et puis un autre point extrêmement important, qu'on a tendance à moins appréhender, c'est le nombre de retours. Quand on vend des vêtements, ça passe encore. Mais quand on commence à vendre des produits techniques, par exemple, si je vends une télé et que je ne suis pas capable de dire sur ma fiche produit qu'il n'y a que 2 prises HDMI derrière ma télé au lieu de 3, vous êtes à peu près certain que vous aurez une personne sur 3 qui vous renverra le produit. Le retour, c'est ce qu'il y a de plus cher pour un e-commerçant à traiter. C'est vraiment la source numéro 1, c'est ce qui bouffe le plus de marge chez les e-commerçants. Donc c'est un vrai impact business, pas simplement en termes d'image. Donc Julia, elle flippe un peu, mais comme elle est courageuse et comme elle fait bien de son boulot, elle se motive, elle se dit « pas de problème, je vais enrichir moi-même les informations pour mon catalogue ». Et c'est décidé, elle utilisera Excel. Ben oui, Julia, elle n'est pas informaticienne, elle ne connaît pas le RP, elle ne connaît pas trop encore Magento. Donc la seule manière pour elle de remplir de l'information produit, c'est d'utiliser Excel. Mais comme elle est méthodique, ça va très bien. Elle va juste gérer des petits fichiers Excel en colonne, et puis on importera ça dans la solution e-commerce, et ça se passera très bien. Et effectivement, tout se passa bien. Sauf que, bah oui, c'est jamais complètement aussi simple. Rapidement, les feuilles de Excel de Julia, elles commencèrent à se multiplier un petit peu. Au début, elle en a créé une juste pour les écharpes en soie, une pour les cravates, parce que forcément, les produits n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc pas le même nombre de colonnes dans la fichier Excel. Donc rapidement, on en crée un par famille de produits. Donc ça se multiplie rapidement, très rapidement, jusqu'au cauchemar. Notre pauvre Julia, elle en vient à rêver la nuit de monstres géants venus de l'espace qui viennent lui bouffer ses fichiers Excel. C'est une vraie problématique, ça paraît rigolo comme ça, mais je vous assure que des équipes marketing au sein de sociétés de mode, de distribution, il y en a des tonnes comme ça. Donc Julia, elle se rend compte rapidement qu'elle ne peut pas gérer le truc tout seul. Donc elle fait appel à 2 copines, 2 collègues, Alex et Sharon, et elles se mettent en route pour aller remplir les fichiers Excel à toutes les 3. Il faudra 3 mois à temps plein à 3 personnes pour remplir le catalogue complet de Zaro dans toutes les langues dans lesquelles vendent les produits, dans toutes les langues dans lesquelles Zaro vend ses produits. Il leur faudra 3 mois complets pour enrichir toute l'information. Et ça y est, le site e-commerce peut être lancé, Julia peut se reposer. Enfin, elle se reposera jusqu'à la nouvelle collection, c'est-à-dire 3 mois après. Parce que oui, Zaro, ils aiment bien sortir de nouveaux produits, c'est important de sortir de nouveaux produits. Donc c'est un travail ininterrompu. Et là, Julia se rend compte très vite que le remplissage de fichiers Excel, ce n'est pas juste 3 mois dans sa vie, ça va être 3 mois, tous les 3 mois, toute sa vie. Donc Julia, épuisée et puis un petit peu remontée, elle finit quand même par aller voir son patron, et elle lui dit « Écoutez patron, c'est pas possible de travailler comme ça, on doit avoir quelque part une manière d'optimiser notre travail sur les fiches produits. Comment on fait ?» Et le patron, stoïque, lui dit « Ah, c'est intéressant ce que tu me dis, il y a d'autres personnes qui sont venues me voir pour parler de la même chose. Demande à Mike ou à Sarah, je crois qu'ils ont à peu près les mêmes problèmes que toi. » Le problème, c'est que Julia, elle n'a jamais entendu parler de Mike, elle n'a jamais entendu parler de Sarah. En même temps, Zaro, c'est une grosse boîte, il y a plein d'étages dans l'immeuble, donc c'est peut-être quelqu'un qui a un étage au-dessus. Et effectivement, voici Sarah. Sarah, elle bosse au marketing chez Zaro. Zaro, c'est une belle marque qui vend plein de produits dans plein de pays. Je crois que vous en avez déjà entendu parler. Et elle, Sarah, elle est responsable du catalogue papier de Zaro. Et devinez à quoi elle occupe son temps, là, Sarah ? À remplir des fichiers Excel pour remplir les contenus des catalogues papier. Ça paraît absurde, mais c'est une vérité. Sarah fait exactement le même boulot que Julia, à un autre étage, dans d'autres fichiers, et ça ne se parle pas. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que Mike, il fait exactement la même chose pour une application mobile en magasin. Vous savez, Zaro, maintenant, ils ont mis des petits iPads pour les vendeurs, pour que les vendeurs puissent présenter les produits. Ça a été une super idée de la direction générale qui a été confiée à une unité stratégique pour les projets innovants, donc ils ne parlent pas ni à l'équipe e-commerce, ni à l'équipe print. Donc ils font exactement le même boulot 3 fois. Donc ça, c'est la goutte d'eau pour Julia. Elle décide de quitter Zaro et de consacrer sa vie à l'élevage de chèvres, une activité nettement moins stressante.
Donc ça, c'est la fin de ma petite histoire. On va évidemment pas en rester là, on va essayer de comprendre un petit peu où est le bug et qu'est-ce qui s'est passé. Juste, ce que je veux expliquer ici, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Des Julia, je le disais, il en existe partout, dans toutes les boîtes du monde qui vendent des produits. Et donc, une fois qu'on fait ce constat, qu'il y a quand même un vrai problème structurel quelque part, on va essayer de trouver d'où il vient. Donc, où est le bug dans cette histoire? Et qui est le responsable? Parce que généralement, on aime bien mettre un nom sur le coupable. Donc, est-ce que le responsable et est-ce que le bug, ça vient du patron? Ben non, le patron, il a raison. Il faut un site e-commerce pour Zaro. C'est un levier de croissance important aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Donc, il avait raison. Il fallait un site e-commerce pour Zaro. Est-ce que le coupable, c'est le DSI? Alors, c'est vrai qu'on aime bien dire que c'est de la faute du DSI, parce que c'est vrai qu'il s'est amusé à dire que toutes les informations nécessaires étaient dans le RP. Mais le DSI, lui, il voit les données qu'il a l'habitude de gérer, et ce n'est pas son rôle de se soucier des informations marketing, des images. Ce n'est pas le rôle d'un ERP de gérer toutes ces informations-là. Donc non, définitivement, ce n'est pas de la faute du DSI, ce n'est pas de la faute de l'ERP. Est-ce que c'est de la faute du partenaire qui a choisi Julia? Bon, le partenaire, il aurait pu réagir un tout petit peu plus tôt, je vous l'accorde, mais là, encore une fois, c'est un peu trop facile de taper sur la tête du partenaire, même si c'est souvent ce qui se passe dans les faits. Donc non, le partenaire, lui, on lui a confié la création d'un site e-commerce, on ne lui a pas confié la création de fiches Excel. Donc non, le partenaire, il a fait ce qu'on lui a demandé, il a mis en place un site e-commerce avec les bons outils, c'est juste qu'il n'avait pas les bonnes informations à mettre dedans. Est-ce que c'est de la faute de Julia? Ah non, la pauvre Julia, elle a été un peu débarquée sur un projet sur lequel elle ne connaissait pas grand-chose, et elle a fait avec ce qu'elle avait, c'est-à-dire Excel. Excel, c'est l'outil universel, c'est-à-dire quand on ne sait pas quoi utiliser, on utilise Excel. C'est assez facile. Alors, si toutes ces personnes-là ne sont pas les responsables, où est le bug? On va poser la question un tout petit peu différemment, en se remettant dans un autre contexte. Quel outil devrait être le référentiel central des informations produites pour Zaro? On a vu que ce n'était pas l'ERP. L'ERP, ce n'est pas fait pour stocker des informations marketing, et de toute façon, vous n'irez pas demander à Julia d'aller directement dans l'interface d'administration de l'ERP pour saisir des informations. Le DSI ne sera pas d'accord, et Julia, elle pleurera au bout de 2 minutes parce qu'elle ne comprendra rien aux écrans qui se présentent à elle. Excel, je ne redébattrai pas sur pourquoi Excel n'est pas une bonne solution ici. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous présenterai Julia, elle vous expliquera pourquoi. Magento, j'ai mis Magento, mais ça peut être n'importe quelle brique e-commerce. On pourrait être tenté de se dire, mais pourquoi Julia, elle n'a pas mis directement les informations dans le site e-commerce? C'est une bonne question. On pourrait se dire, pourquoi elle s'embêtait à faire ça dans Excel alors qu'elle avait déjà une interface d'administration qui le fait? Elle aurait pu le faire dans Magento, déjà, ou dans PrestaShop, ou dans Hybris. Dans cette présentation, c'est Magento. Elle aurait pu le faire dans le back-office de son outil e-commerce, mais le problème, c'est que, ça lui aurait pris du temps, parce que généralement, c'est des outils qui ne sont pas pensés pour gérer de la productivité. Enfin, ce n'est pas des outils de productivité, ce n'est pas des outils qui sont faits pour manipuler de la donnée en masse. Et 2, même si elle l'avait fait, toutes les informations, tout le travail d'enrichissement qu'elle aurait fait à ce moment-là, il aurait été complètement prisonnier du site e-commerce. Mike et Sarah, qui auraient voulu réexploiter l'information pour le catalogue papier et pour les applications mobiles, ils seraient au même niveau que Julia avec ses fichiers Excel. Donc, le mettre en bout de chaîne, c'est toujours pas une bonne solution. Donc, quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est le PIM. Et on revient avec un acronyme supplémentaire. Dans le monde informatique, on aime bien mettre des acronymes un peu partout. PIM, ça veut dire Product Information Management, avec mon superbe accent anglais. Un PIM, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est donc l'ensemble de processus qui va permettre de collecter, d'enrichir et de diffuser la donnée produit au sein d'une marque, au sein d'une société, au sein d'un distributeur. Concrètement, un PIM, ça a 3 rôles essentiels. Le premier, c'est ce que vous voyez à la gauche du schéma, c'est la collecte de données. On sait que l'information produite chez une marque, elle est toujours éclatée dans plein de services différents, à plein d'endroits différents. Donc il faut aller la récupérer, l'harmoniser et la mettre dans un référentiel commun. C'est ce qu'on appelle la collecte d'informations. Donc on peut aller le chercher dans l'ERP, dans des bases fournisseurs, parce que là, dans le cadre de Zaro, c'était encore un cas facile, puisque dans le cadre de Zaro, ils vendent leurs propres produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Si vous vous mettez dans le cadre d'une société qui fait du négoce et qui achète des produits à des fournisseurs, il faut qu'en plus, ils aillent taquer à la porte de tous les fournisseurs pour dire, au fait, monsieur le fournisseur, quelles sont exactement les caractéristiques techniques de tel produit, quelles sont les caractéristiques de tel et tel autre produit. Je vais vous donner un exemple concret. Un des projets qu'on a mis en place avec Akeneo, donc un PIM, pour Auchan, une des problématiques d'Auchan, c'est qu'il y a une nouvelle législation européenne qui est arrivée et qui a dit « Ok, maintenant, tous les gens qui veulent vendre de la nourriture en ligne,
Ils ne peuvent pas le faire s'ils ne sont pas capables de préciser très exactement la liste des allergènes contenus dans les aliments présents sur les fiches produits. Et ça, on se dit, ok, c'est du bon sens, mais ça représente un travail titanesque pour un distributeur comme Auchan, qui a plus de 30 000 références alimentaires dans son catalogue, juste pour la France. Il faut savoir qu'Auchan, ils vendent dans environ 60 pays, je crois, donc avec des produits locaux à chaque fois, etc. C'est un vrai casse-tête. Donc Auchan eux-mêmes ne peuvent pas assumer ce travail-là, de dire on va remplir toutes les informations, on va remplir toute la liste des allergènes produit par produit. Donc du coup, ils se tournent vers leurs fournisseurs. Ils disent, fournisseurs, si vous voulez qu'on référence vos produits dans notre site e-commerce et dans notre offre, il faut que vous sachiez nous fournir la liste des allergènes. Et nous, Auchan, on a besoin de pouvoir contrôler que les informations que vous nous fournissez, elles sont présentes, elles sont là. Si elles ne sont pas présentes, désolé, on ne vendra pas votre produit. Donc ça aussi, c'est le rôle d'un PIM, donc la collecte de données. Deuxième rôle d'un PIM, c'est l'enrichissement. L'enrichissement, c'est de dire on a récupéré des informations un petit peu partout dans des services existants. Il y a toujours un travail d'enrichissement manuel, un travail d'enrichissement humain. C'est là qu'intervient Julia. C'est-à-dire que Julia, elle, son boulot, c'est de faire du marketing. Donc c'est bien de savoir qu'une barre chocolatée, ça a tel et tel allergène. Maintenant, il faut la marketer, il faut la vendre, il faut prendre des photos, il faut mettre une belle description, il faut la traduire dans toutes les langues dans lesquelles on va vendre le produit. Donc tout ça, c'est un travail humain. Il faut pouvoir donner la possibilité à des équipes marketing de le faire de manière simple, ergonomique et productive. J'y reviendrai sur la notion de productivité un peu plus tard. Et la dernière fonction du PIM, c'est de pouvoir, une fois qu'on a ce référentiel qui est bien complet et de bonne qualité, c'est de pouvoir diffuser cette donnée auprès de différents canaux de vente. Donc un canal de vente, ça peut être un site e-commerce, comme on a vu, ça peut être une application mobile, ça peut être un catalogue papier, ça peut être un point de vente, ça peut être n'importe quel, ça peut être une marketplace, ça peut être Amazon, ça peut être eBay, n'importe quelle application, n'importe quel système qui a besoin d'exploiter à un moment donné de l'information produit. Donc voilà ce que c'est qu'un PIM. Juste pour ma petite culture personnelle, combien de personnes parmi vous savaient ce que c'était qu'un PIM avant il y a 10 minutes? Ok, donc j'aurais l'impression d'avoir servi un tout petit peu à quelque chose aujourd'hui. Donc, vous allez me dire, mais alors, si c'est si simple que ça, pourquoi Zaro ne le fait pas? Pourquoi la plupart des distributeurs ne le font pas? La vérité, c'est qu'un PIM, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ce n'est pas aussi simple? D'abord parce que le PIM, ce n'est pas simplement un outil, c'est un vrai projet. Le PIM, c'est de définir au sein d'une marque quel est le cycle de vie exact d'un produit, de sa naissance jusqu'à sa diffusion. Donc ça demande de se poser 5 minutes et se dire, OK, qu'est-ce que c'est qu'un produit pour Zaro? Et pour se poser ces questions-là, il va falloir mettre autour d'une table des gens qui n'ont pas franchement l'habitude de se parler. Le marketing, la DSI, la communication, les acheteurs, des gens qui individuellement vous donneront tous une définition différente de ce que c'est qu'un produit pour Zaro. L'acheteur, il va vous parler de caractéristiques techniques, de prix d'achat, de prix de revient. Le marketing, il va vous parler de beaux visuels, de belles descriptions. La DSI, elle va vous parler du stock, elle va vous parler de la référence produit. Donc chaque personne aura une définition et une attente différente de ce que doit être un produit et de comment ça doit être présenté. Donc c'est souvent un travail qui est assez colossal, assez titanesque, de rassembler autour d'une table ces gens-là et de les mettre d'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des gens du marketing et des gens de la DSI parler ensemble lors de votre réunion de travail. C'est toujours des grands moments très sympathiques. Donc, mettre autour de la table les gens de Zaro, et puis c'est aussi interroger des prestataires, des gens externes à Zaro, qui peuvent soit intervenir à un moment donné dans le cycle de vie du produit parce qu'ils vont apporter de l'information, comme le fournisseur, soit parce qu'ils vont venir l'enrichir. Beaucoup de sociétés font sous-traiter la traduction de leurs fiches produits. Il faut être aussi capable de travailler avec ces agences de traduction pour les faire rentrer dans le cycle de vie du produit. Et encore une fois, éviter de dire c'est pas grave, on leur envoie un fichier Excel, ils nous le remplissent, ils nous le renvoient, et puis on se débrouillera bien avec ce qu'ils nous renvoient. Donc ça, c'est une première problématique d'un projet PIM. Deuxième problématique du projet PIM, et ça je pense que ça a été bien un peu mis en avant par l'histoire de Julia, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, les organisations sont en silo. C'est-à-dire qu'on va avoir une équipe qui s'occupe du e-commerce, une équipe qui s'occupe du print, une équipe qui s'occupe des points de vente et une équipe qui s'occupe des applications mobiles. Et ces personnes-là ne se parlent pas, alors qu'elles exploitent pourtant des informations communes. Donc ça nécessite une vraie réflexion, une vraie organisation au sein d'une société pour dire « Ok, on va casser cette organisation en silo
pour arriver avec une vision vraiment transverse, une vision collective de ce que doit être l'information produit au sein de la société. Et puis le dernier point important, c'est que c'est un projet qui nécessite des outils modernes et simples et ergonomiques. Le PIM, le marché du PIM aujourd'hui, est là où était le marché du CMS, de la gestion de contenu, il y a 10 ans. Le monde du PIM, c'est un des seuls mondes du logiciel où encore on trouve des applications qui sont des applications lourdes, des applications desktop qui s'installent sur le poste client. Oui, ça existe encore. C'est un peu absurde quand on se dit que c'est censé alimenter des sites e-commerce, donc des applications en ligne. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est des applications, généralement des outils qui sont extrêmement chers, extrêmement coûteux à mettre en œuvre. Il y a encore 2 ans, quand on démarrait, si Zaro avait voulu lancer un projet PIM et qu'il avait consulté les prestataires et les outils en place, il en aurait coûté entre 500, 1 million, 1,5 million d'euros pour mettre en place le PIM. Parce que c'est compliqué, le PIM, vous savez, c'est presque un projet ERP. Donc ça va commencer maintenant, et puis si dans 1 an et demi on est chanceux, on aura peut-être 2 ou 3 produits qui pourront sortir. Donc il y avait un vrai besoin d'une autre alternative, plus légère, plus simple et surtout plus ergonomique. Pourquoi plus ergonomique ? Parce que vous avez beau avoir des outils qui sont extrêmement complets, extrêmement riches en termes de fonctionnalités, qui font vraiment beaucoup de choses. Si les outils sont trop complexes à prendre en main, que vous le vouliez ou non, à la fin, si c'est trop complexe, Julia, elle continuera à utiliser Excel. Parce que c'est la seule chose qu'elle comprend et c'est la seule chose qu'elle maîtrise. Et ça, c'est tout l'enjeu du PIM. Un PIM, c'est un enjeu de productivité, c'est de faire gagner du temps aux équipes, c'est de leur permettre de passer, au lieu de passer 6 mois à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection qui sort, c'est de leur permettre d'en passer que 2 avec un effectif divisé par 2. Le retour sur investissement d'un projet PIM, il est là, il est sur la productivité. Donc si on ne fournit pas les bons outils, on n'est pas capable d'atteindre ces objectifs-là. Donc voilà, vous le constatez, ce n'est pas simple, mais c'est vital. C'est vital, c'est peut-être pas le côté le plus sexy du e-commerce, c'est peut-être pour ça que vous n'en entendez pas beaucoup parler. C'est vrai que c'est pas franchement la partie qui fait le plus rêver dans le monde du e-commerce. Mais quand on regarde tous les sujets, absolument tous les sujets à la mode aujourd'hui quand on parle de e-commerce, qu'est-ce qu'on entend ? On entend parler de cross-canal, omnicanal, multicanal. Tout ça, ça n'est possible que si on a un référentiel centralisé. On ne sera pas capable si on n'est pas capable de diffuser de l'information produit sur plusieurs canaux, ça n'a pas grand intérêt, ce sera difficile à atteindre. On parle beaucoup de marketplace en ce moment, avec des très belles boîtes comme Miracle, avec des belles boîtes nantaises comme Lengo, qui facilitent justement la diffusion des produits vers les marketplaces. Bah oui, mais pour pouvoir utiliser ces marketplaces, pareil, on a besoin d'une vision centralisée et complète sur les produits d'un marchand. On parle beaucoup de moteurs de recommandation et de personnalisation. C'est très à la mode de dire aujourd'hui, il n'y a pas 2 internautes qui doivent voir la même chose quand ils se connectent à mon site. Mais pour faire de la personnalisation, pour être capable de faire comme Amazon et dire les clients qui ont acheté ce produit, ils ont aussi acheté ça, ou en fonction de votre historique, on pense que ce type de produit peut vous intéresser. Ça nécessite d'avoir une information hyper fine sur les produits. Ça nécessite de savoir beaucoup de choses. Et si on n'est pas capable justement d'avoir un référentiel qui va permettre d'affiner cette connaissance et qui va permettre d'affiner la structuration du produit, on n'y arrivera pas. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on parle de grandes problématiques du e-commerce, on revient à une base, au cœur, qui est le produit. Parce que finalement, c'est ce qu'on vend. Et donc il faut remettre ça au centre des préoccupations quand on lance ce type de projet. Donc voilà, pas simple, mais vital. Je ne vais pas vous faire une présentation d'Akeneo parce que ce n'est pas le but de la réunion. Je vais plutôt prendre des questions et puis essayer d'en parler avec vous. Sachez donc juste que Akeneo, c'est une société nantaise, on est une quinzaine de personnes, on a été créé il y a 1 an et demi. On travaille avec des clients comme Hermès, Auchan, Cora, Feu Vert et quelques autres sur ces problématiques-là. Et une des spécificités d'Akeneo, justement, je disais que les projets généralement étaient très chers. Une des spécificités d'Akeneo, et là je reviens un petit peu sur la partie technique, c'est qu'on est open source, c'est-à-dire qu'on a une solution qui est accessible gratuitement et téléchargeable librement depuis notre site web. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais répondre à vos questions si vous en avez. Comme d'habitude, effectivement, comme le disait Quentin tout à l'heure, c'est la première, la plus difficile. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Pas de questions, ce grand moment. Si, superbe. Merci de m'éviter ce grand moment de solitude. Bonjour. Ça marche.
J'avais une question sur ce que fait en réalité le PIM. Mhm. En fait, ça va être capable de récupérer les informations dans les ERP ou chez les fournisseurs, puis ensuite de pouvoir les directement alimenter le site. C'est ça, en fait, c'est une grosse base de données avec des capacités d'aller extraire de la donnée là où elle se trouve, depuis un ERP, etc. Une fois qu'on l'a dans notre base de données, on a des interfaces très simples justement pour permettre à des équipes marketing de travailler, de compléter, d'enrichir la donnée. Et une fois que cette donnée elle est considérée comme complète et prête à être exploitée par un ou plusieurs canaux, et ben on a des fonctionnalités d'export qui vont permettre de pousser en fait cette donnée vers un site e-commerce, vers générer directement du catalogue papier en sortie du PIM. Par exemple, pour Feu Vert, c'est ce qu'on fait. Toute la PLV de Feu Vert, tout le catalogue papier de Feu Vert est généré directement en sortie des informations, en sortie d'Akeneo. Okay. Je ne sais pas si ça répond à votre... Oui, mais donc du coup, en fait, ça donne juste ma deuxième question, après j'ai fini. Donc du coup, en fait, il y a un travail de... Comment on fait pour adapter en fonction de l'ERP du client il y a une phase là-dessus Oui, alors ça, c'est la spécificité d'Akeneo, c'est que nous, on fournit, on est comme un ETL, je ne sais pas si l'ETL, ça vous parle, un peu comme un outil comme Talent, c'est-à-dire qu'on fournit des interfaces qui sont extrêmement simples à adapter pour s'adapter à différents formats d'entrée. Donc on peut aller récupérer, on peut interroger des web services, on peut interroger des formats Excel, on peut importer du CSV, de l'Excel, du JSON, du XML, ce que vous voulez. Et le rôle, justement, quand on développe, quand on met en place un Akeneo ou un projet PIM, le gros du travail technique, c'est ça, c'est de récupérer et d'adapter les connecteurs pour aller pouvoir se connecter avec toutes les sources nécessaires en entrée et puis pouvoir sortir les informations vers les différents canaux de vente. Donc là, c'est toute la valeur technique d'Akeneo. Bonjour. C'est par rapport au titre de la conférence Why Excel Sucks, avec l'accent, moi aussi, je suis très très bon. En fait, votre PIM, c'est un référentiel produit. Ça n'empêche pas que pour faire le setup de ce référentiel, on puisse passer par Excel ou par les connecteurs comme vous l'avez présenté, mais ça n'empêche que Excel reste un outil important pour nourrir ce référentiel. On ne remplacera jamais complètement Excel. Le message de ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, Excel tout seul, c'est une mauvaise solution. Excel qui alimente un référentiel qui, lui, va pouvoir servir de maître. Le problème d'Excel, il est simple. Je pense que c'était l'idée de la présentation, c'est de dire, si Julia, elle travaille sur son fichier Excel à elle, et qu'elle veut le faire modifier par d'autres services ou le transmettre, généralement, les fichiers s'écrasent, ils se perdent. Enfin, on connaît tous les difficultés qu'il y a avec ça. Donc oui, on ne remplacera jamais complètement Excel. L'idée, c'est qu'on tend à se rapprocher au maximum des fonctionnalités que fournir Excel. Moi, ma conviction, c'est qu'on est capable de s'affranchir quasi totalement d'Excel quand on gère de l'enrichissement de données avec des bonnes interfaces, avec une bonne ergonomie, avec une bonne UI. On ne le remplacera jamais complètement parce qu'après, il y a des habitudes, il y a des usages à remplacer. Donc, il faut se donner la possibilité de récupérer les informations qui viennent de Excel. Mais ce passage dans un référentiel qui va industrialiser un petit peu les échanges et qui va permettre d'avoir une vision commune et claire de ce que c'est qu'un produit au sein de la marque, c'est extrêmement important. Et ça doit venir en complément de ces fichiers-là. Je ne sais pas si ça répond à votre... Bonjour. Bonjour. Combien de temps avant que les gros des bases de données ou des gros systèmes ERP se mettent à fabriquer un module de PIM en extension de leur propre solution? Pour le dire autrement, est-ce que c'est l'agilité? Est-ce que c'est l'ergonomie? Est-ce que c'est le fait de parler à Julia plutôt qu'au DSI qui vous donne votre avantage? Oui, je pense que c'est une vraie question d'ergonomie. En fait, un ERP n'aura jamais vocation à être pris en main directement par des équipes marketing ou des équipes métiers. C'est pas sa vocation, c'est pas son rôle, c'est pas son boulot. Un ERP a tellement d'autres choses à faire que ça. Donc peut-être qu'il y aura des éditeurs ERP qui se mettront au PIM, hein, c'est le cas. Hein. SAP a racheté il n'y a pas longtemps Ibris, qui est une des solutions PIM qui existent sur le marché. Donc on va aller vers ça. Mais oui, l'ergonomie, c'est un point essentiel, crucial, parce que le PIM n'a de sens que s'il est exploité et utilisé par des équipes métiers et des équipes marketing. Donc
Donc l'outil léger et sympa que Julia va choisir, plutôt que de se faire imposer par son patron et ses grands partenaires. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Le PIM, pour l'instant, donc vous avez dit que c'était une grosse base de données. Est-ce que, à partir de cette base, vous allez pouvoir en ressortir des métriques et devenir un outil analytique, ou vous tendez vraiment, enfin, vous restez dans le... Non, c'est une très bonne question. C'est une dimension que j'ai pas, parce qu'on a un temps réduit, mais ça fait partie effectivement des fonctionnalités du PIM. C'est surtout des métriques sur la qualité des données, ce qui est extrêmement important. Alors, il y a des métriques sur la qualité et puis il y a des métriques sur la productivité. Il y a des clients, par exemple, qui font travailler beaucoup de prestataires pour enrichir et saisir les données, qui ne sont pas des gens en interne, mais qui sont des prestataires, et ils ont besoin de pouvoir contrôler la productivité de ces équipes, et dire combien de fiches produits, c'est bête, hein, c'est Big Brother, c'est combien de fiches produits il me remplit par jour, et quelle est la qualité qui en résulte. Donc oui, ça fait partie aussi de la dimension d'un PIM. Quand je parle de qualité, c'est ce que je disais par rapport à Auchan tout à l'heure, notamment sur les fournisseurs, c'est aussi s'assurer que sur ma base de données de 30 000 produits, concrètement, combien sont prêts à être exploités par tel ou tel canal. Donc là aussi, il y a une dimension de reporting et d'analyse. Mais c'est de l'analyse qui est toujours très axée sur la donnée produit. On ne travaille que sur la donnée produit. Le rôle d'un PIM, ce n'est pas, par exemple, de faire de l'analyse comportementale sur quel type de client achète tel produit. Ça, c'est pas du tout son rôle. Nous, on doit rester un référentiel qui gère les données produits. Bonjour. Bonjour. Moi, le PIM, en tant qu'outil, sa nécessité, je suis d'accord, mais il y a aussi un autre point que vous avez levé qu'on a toujours tendance à oublier, c'est les silos, c'est-à-dire ces départements de profils de personnes dans l'entreprise qui vont faire telle ou telle tâche, qui ne se parlent pas. Donc même si on a un super PIM et que les gens ne se parlent pas et ne travaillent pas ensemble dessus, de toute façon, ça ne servira pas à grand-chose. Du coup, ma question, c'était, est-ce que toi, tu as des prototypes pour sensibiliser les entreprises en disant... Non, ça ne sera pas des sous et des heures de perdu si on met 6 personnes de 6 départements différents pour travailler dessus, justement. Oui, nous, notre analyse, c'est qu'effectivement, en théorie, c'est super si on arrive à rechanger complètement l'organisation d'une boîte. Dans la pratique, c'est toujours très très difficile à faire, ce qui fait que d'essayer de vendre une approche qu'on appelle Big Bang au sein d'une entreprise en disant on fait d'un coup tous les canaux et on va casser d'un coup tous vos silos, c'est toujours très difficile. Donc l'approche généralement qu'on retient, c'est de dire ok, on va commencer simple, et c'est justement ça qui nous différencie de SAP, de IBM ou d'autres qui vont dire non, on fait ça pendant 2 ans, on met 2 millions d'euros sur la table et puis si ça marche, ça sera cool, et puis sinon on aura essayé, quoi. Nous, ce qu'on dit, c'est ok, on a une organisation en silo, on va essayer d'en sortir. Généralement, on constate que c'est quand même souvent le e-commerce qui tire la sonnette d'alarme, parce que c'est généralement le canal qui est le plus exigeant en termes d'information produit. Et dire, OK, on va commencer doucement, on va prendre peut-être juste une partie du catalogue, on va peut-être prendre juste 2 canaux, le mobile et l'e-commerce, par exemple. Et on va faire la preuve qu'avec un PIM, on est déjà capable de réduire drastiquement le time to market, c'est-à-dire le temps nécessaire à sortir une nouvelle collection sur ces canaux-là. Une fois qu'on a fait la preuve de ça, on va pouvoir basculer progressivement tous les autres canaux et tous les autres silos dans cette directive, dans cette approche-là. C'est une approche plus pragmatique, plus itérative, mais qui fait ses preuves et qui permet surtout d'avoir des résultats visibles et palpables et mesurables beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on a fait des projets, y compris sur des clients importants comme Auchan que je citais tout à l'heure. Auchan, en 5 mois, on a eu une première version du PIM qui tournait et dont les résultats étaient mesurables. Alors, il ne faut pas que ça se fasse de manière cachée, parce que si ça se fait de manière cachée, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à convaincre les autres plus tard de maîtriser. Il faut que ça vienne quand même d'une volonté de la direction générale. C'est toujours des projets qui doivent être portés à un moment donné par la direction générale, parce que ça impacte tous les services au sein d'une société. Mais c'est raisonnable de commencer un projet PIM juste par un canal ou 2 canaux ou juste un morceau du catalogue. Bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions. La première, c'est Akeneo en tant que société,
quel est votre modèle économique? Comment vous gagnez de l'argent en fait? Question sur comment on gagne de l'argent quand on est open source. Je parlais beaucoup de Magento tout à l'heure. C'est pas un hasard. En fait, un des fondateurs, un de mes associés, est un des deux fondateurs de Magento, Yoav Koutner. Et donc, on est sur un modèle qui est assez proche en fait de celui de Magento. C'est-à-dire qu'on a une version dite community qui est complètement open source, gratuite, et on a une version dite enterprise qui intègre des fonctionnalités un peu plus avancées pour des utilisations plus critiques et qui intègre un contrat de support. Et cette version-là, elle a un coût de licence annuel. Et c'est comme ça qu'on vit. Voilà. Et la deuxième question, sur le projet open source, comment vous organisez en fait le développement? Qui prend les décisions? Qui contribue? Quelle est la gouvernance de ce projet en fait? C'est à moi que vous posez cette question. On n'est pas si éloigné d'un éditeur classique. En fait, on a une équipe core chez nous qui est composée de 7 personnes qui travaillent sur le produit. On a défini une roadmap. Donc, on a pris le parti quand même de se dire on va avancer pendant quasiment 8 mois cachés ou presque, c'est-à-dire pour avoir une première version quand même de notre outil, pour dire voilà, ça c'est notre vision de ce que devrait être un PIM. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on a ouvert le code et on a fait des appels à des contributions. Donc on a commencé à stimuler la création d'une communauté. La force de l'open source, c'est quand même quand on a un produit qui arrive au bon moment et avec les bonnes technos, c'est qu'on arrive assez naturellement à créer un écosystème, une communauté qui va s'intéresser à l'outil, qui va venir l'enrichir, et ce, dès le départ à l'international. Quand je parle d'enrichir un outil, ce n'est pas forcément y développer du code ou des nouvelles fonctionnalités, ça peut être le traduire, ça peut être aider sur la documentation. On a la chance aujourd'hui d'avoir un outil qui est traduit en vietnamien, en japonais. On n'a absolument pas de personne, on a même personne chez nous qui parle vietnamien ou japonais. Donc c'est la force de l'open source. On est sur un modèle, nous on a fait le choix de garder quand même la gouvernance du projet. C'est-à-dire que c'est l'équipe core qui arbitre quand il y a des propositions de code, quand il y a des pull requests, quand il y a des gens qui proposent de nouvelles fonctionnalités. On décide si oui ou non on les intègre dans le cœur. Et ensuite, on a un système de marketplace qui permet en fait à d'autres acteurs de dire si la fonctionnalité que vous avez proposée, elle est intéressante, mais on considère qu'elle n'est pas suffisamment intéressante pour adresser 100% des utilisateurs d'Akeneo. Donc ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'intégrer cette fonctionnalité dans le corps, c'est développer un module, une extension. On vous donne l'espace pour pouvoir la promouvoir, nous on pourra la diffuser, c'est ce qu'a fait Magento, c'est ce que fait PrestaShop, c'est ce que font beaucoup de projets open source. Donc ce qui permet toujours d'avoir quand même un espace pour la communauté, pour pouvoir présenter, échanger, diffuser leurs travaux autour de notre cœur applicatif. Je ne sais pas si c'est... Si, ça répond bien, merci. Bonjour. Bonjour. J'ai une dernière question. Est-ce que dans une PIM, il y a des mécanismes de qualité de données comme on peut en trouver dans des outils de master data management de Talend ou de SAP qui sont très en vogue en fait auprès des DSI? Oui, absolument. C'est vraiment la qualité de la donnée. Nous, c'est ce qu'on appelle les niveaux de complétude, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des règles métiers disant pour qu'un produit soit considéré comme de qualité, il nous faut telle ou telle information, ou on a besoin de tel niveau d'enrichissement pour considérer le produit comme exploitable. Donc oui, vous parlez de MDM pour les gens qui savent pas ce que c'est Master Data Management. Le PIM est un sous-ensemble en fait du MDM. C'était aussi l'extension de la question, c'est est-ce que c'est complémentaire, concurrentiel ou c'est un sous-ensemble. Nous, la distinction qu'on ferait, alors le Master Data Management, c'est assez abstrait quand même. Hein. Master Data Management, c'est la gestion de référentiels de choses. Généralement, ça couvre deux grands sujets, les référentiels produits, et là, dans ce cas, on parle de PIM, et généralement les référentiels clients, donc c'est toutes les connaissances qu'on a sur les clients. Généralement, c'est deux grands sous-ensembles du Master Data Management. Donc, on fait partie de cette famille, sauf que nous, on est très verticalisé sur le produit. Notre métier, c'est la donnée produit. Après, comment on se différencie? Qu'est-ce qui fait la différence entre, par exemple, un outil comme Talend et un outil comme Akeneo? Talend, c'est un ETL. Talend, ils sont dans l'automatisation la plus complète. C'est-à-dire que Talend, aujourd'hui, ils font de la transformation de données. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement les deux éléments dont je parlais tout à l'heure, la collecte de données et la diffusion, mais ils n'ont pas cette partie enrichissement. Ce qui différencie un ETL d'un PIM, c'est que le PIM, il y aura toujours cette
partie qui permettra à des utilisateurs non techniques, non métiers, non pas seulement de manipuler les flux de données, mais vraiment d'enrichir, de faire de la saisie, de faire de la traduction, de faire tout un tas d'autres choses. Merci à tous.